Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer par les ETF de cœur de portefeuille. Cet ETF monde qui est en zone d'accumulation rationnelle. Alors c'est un ETF classique monde, c'est-à-dire un faux ETF monde, c'est-à-dire encore un ETF spécialisé uniquement dans les 23 pays développés avec une majorité d'actions américaines en termes de poids. Et nous sommes en zone d'accumulation rationnelle sur les 426-415 euros. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 402-409 euros. Un autre ETF monde, mais celui-là a ceci de particulier qu'il incorpore 23 économies développées et 24 économies émergentes en zone d'accumulation rationnelle à 177-172 euros. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 169-171 euros si on y va. Troisième ETF qu'il est intéressant de mentionner, c'est celui-là qui correspond à ce qu'on a dit précédemment, mais également avec des moyennes capitalisations. Nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle à 63,65 euros. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 63,61 euros. Quatrième ETF que vous aimez bien, c'est celui qui correspond en fait au tout en un. C'est un couteau suisse avec des obligations, des actions, des bons du trésor. Bref, c'est un multi-asset avec des actions également émergentes, etc. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle. Ça, c'est dû au fait que les obligations passent un très mauvais moment et ça tire vers le bas le produit. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 25,6, 25,2 euros. Ici, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. L'Eurostoxx, pour ceux qui voudraient suivre les entreprises, les 50 titans européens en cœur de portefeuille, on est en zone d'accumulation rationnelle pour cet indice quand on est à 42,20, 39,80 points. Prochaine zone d'accumulation rationnelle pour les ETF sur l'Eurostoxx 50 quand on sera sur 38,60, 37,70 points. L'Eurostoxx 600, si vous voulez vous exposer aux 600 mastodontes européens, on est en zone d'accumulation rationnelle à 449, 422 points. Une petite particularité, c'est un indice, c'est pas un ETF. Celui-ci est spécialisé dans les entreprises du monde entier, y compris mid-caps, mais sans les US. Et pour ceux qui voudraient faire quelque chose à la carte en achetant à côté quelque chose, un ETF monde comme le SP500 par exemple, un ETF américain comme le SP500, on est en zone d'accumulation rationnelle à 47,3, 45,3 pour cet indice.
Le SP500 Grande Star a également des cœurs de portefeuille. On est en zone d'accumulation rationnelle lorsque le SP500 est sur 43,80, 42,70 points comme maintenant. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 41,50, 40,50 si on y va. Le Nasdaq, très rarement choisi en cœur de portefeuille, mais certains le font, donc j'en parle. Regardez ici le Nasdaq qui est en zone d'accumulation rationnelle à 15 200 points, 14 550 points. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, cette zone de résistance cassée qui est devenue support, zone d'accumulation rationnelle 13 760, 13 000 points. Et on termine avec le CAC 40, encore une fois pas très courant en cœur de portefeuille, tant son exposition est forte au luxe et aux pétrolières. Bon, c'est pas très diversifié, on va dire. On est en zone d'accumulation rationnelle maintenant pour le CAC 40 avec cette zone comprise entre 7150 points et 7040 points. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, la zone ici des 6900, 6800 points. Voilà. Je vous rappelle qu'il est très important, toujours très important de savoir ce que les ETF ont en portefeuille. Et pour savoir ce que les ETF ont en portefeuille, il faut regarder le prospectus technique. Si vous ne savez pas où trouver le prospectus technique, j'ai regroupé sur mon site tous les prospectus techniques de tous les ETF que je mentionne. En dessous de la vidéo, vous avez un lien pour aller visiter mon site avec l'accès direct au prospectus technique. Et c'est valable également pour les ETF dont je vais parler ensuite, c'est-à-dire les ETF de conviction, les ETF satellites. Alors aujourd'hui, je voudrais ouvrir une parenthèse suite à de nombreuses demandes qui m'ont été faites récemment par rapport aux obligations. Vous le savez que c'est le grand thème du moment. L'investissement en obligations intéresse de plus en plus les investisseurs puisqu'il permet de profiter de la hausse des taux d'intérêt. Forcément, quand les obligations rapportent du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, du 10% parfois, on se demande pourquoi on s'embêterait à faire autre chose avec son épargne que d'investir, que d'acheter en obligations et attendre que tous les ans, eh bien, les intérêts tombent. Et donc, on m'a demandé d'en dire un petit peu davantage à un moment où mon partenaire, donc Trade Republic, fait cette énorme, immense innovation que d'ouvrir les obligations aux particuliers en fractionnant, alors que normalement les obligations c'est le terrain des jeux des riches, entre guillemets, ok? Alors, le problème, c'est que je ne suis pas très à l'aise pour vous en dire beaucoup par rapport aux obligations, parce que ce n'est pas mon métier, moi je ne suis qu'analyste technique, mais je vais quand même essayer, en schématisant, de vous donner les clés pour comprendre ce qu'est investissement en obligations. Attention, je vous invite non pas à m'incendier si je dis des bêtises, mais à compléter ce que je vais dire, et éventuellement mettre des liens qui vous permettront d'en savoir davantage, en dessous dans les vidéos YouTube, dans les commentaires de ma vidéo YouTube pour surtout mettre en garde ceux qui m'écouteraient par rapport aux imprécisions que j'aurais commises. Donc pour faire simple, une obligation, je caricature, hein, qui vous rapporte du 8%, ça veut dire que vous achetez un titre et que ce titre en fait revient à prêter de l'argent à un État ou à une entreprise qui s'engage à terme à vous rembourser et entre-temps de vous rembourser un intérêt, de vous payer un intérêt par exemple de 8%. Donc encore une fois, si vous prêtez, si vous achetez une obligation de 40 000 € avec un coupon de 10% Coca-Cola, eh bien ça veut dire que Coca-Cola, vous lui prêtez cette somme d'argent, Coca-Cola s'engage à vous rembourser cette somme à un terme qui est défini contractuellement, par exemple dans 10 ans, et chaque année, il va vous donner 10%. Donc vous avez, à condition que Coca-Cola ne fasse pas faillite, la garantie de retrouver votre mise, plus tous les ans, le taux d'intérêt, le coupon. Okay, alors ça, c'est une obligation. C'est pas comme une action. Une action, c'est un titre de propriété. Quand vous achetez une action Coca-Cola, vous devenez un petit peu propriétaire de Coca-Cola, à la mesure au prorata de votre investissement. Quand vous achetez une obligation, vous êtes simplement un prêteur, vous jouez le rôle de banque et vous êtes garanti d'avoir, à moins que Coca-Cola fasse faillite, le remboursement de votre argent à la fin. Pourquoi c'est intéressant actuellement? Parce que comme les taux d'intérêt sont en train de monter, eh bien tout naturellement, les entreprises, les États, etc. doivent proposer également un coupon supérieur pour vous rémunérer puisque voilà, les taux montent, donc ils doivent vous proposer également des taux plus importants pour que vous leur prêtiez de l'argent à eux plutôt qu'à ceux qui font monter les taux d'intérêt, notamment voilà, à travers les bons du trésor ou les obligations d'État, les OAT. Okay, alors, est-ce que c'est garanti à 100%? Non, il n'y a rien qui est garanti à 100%. Le risque, c'est que la personne, l'institution
à qui vous avez prêté de l'argent fasse faillite. Okay, dans ce cas, c'est ce qu'on appelle le risque de signature. Vous risquez de perdre 100%. C'est pour ça que Trade Republic ne vous propose généralement pas des obligations qui vous rapportent du 15%, même si ça existe, parce que Trade Republic, encore une fois, se focalise sur les bonnes signatures, donc du A, du B, etc. Mais ça va vous rapporter moins, mais il y a beaucoup moins de chances pour que ces institutions fassent faillite. Deuxième chose, autre risque par rapport à tout ça. Le deuxième risque est un risque qui est beaucoup moins important, mais qui psychologiquement l'est, c'est le fait de perte latente. C'est-à-dire que lorsque vous avez, je reprends un exemple, acheté une obligation qui vous rapporte 10% par an, okay, que dans un contexte hyperinflationniste, les taux d'intérêt augmentent et maintenant les nouvelles obligations qui sont émises par Coca-Cola ou par d'autres est de 12%. Eh bien, quelque part, cette hausse des taux d'intérêt va dévaloriser le montant, la valeur, le cours des anciennes obligations. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on achèterait une obligation à 10% alors que maintenant vous pouvez avoir une obligation à 12% qui vous rapporte 2 points de plus? La seule façon pour lesquelles on continuerait à réussir à fourguer les premières obligations, c'est que leur prix baisse suffisamment pour compenser le fait que gagner 10% sur les premières obligations correspond à la même chose que gagner 12% sur les nouvelles obligations. Autrement dit, il faut que 10% de la valeur de la première obligation corresponde finalement à 12% en termes de rendement de ce que rapporte la deuxième obligation. Bref, il va y avoir un ajustement comme ça et ça peut provoquer justement une perte de valeur de l'obligation numéro 1. Ça ne change rien au fait qu'à l'échéance, vous allez quand même percevoir ce à quoi s'est engagé de vous rembourser Coca-Cola. Mais entre-temps, vous subissez cette plus-value partielle, moins-value partielle. Je vous montre un exemple pour mieux comprendre. Ça, c'est un document qui actuellement vous montre l'étendue des dégâts dans les portefeuilles des banques. Alors, ce que vous voyez en rouge là, c'est la perte potentielle, sur des titres justement qui ont souffert de l'augmentation des taux d'intérêt. Vous voyez que les banques, par exemple, dans leur bilan, en sont sur la partie rouge ici, pour ces titres-là, à des pertes cumulées de 400 milliards. Ça ne veut pas dire qu'elles ont perdu 400 milliards de dollars. C'est-à-dire que si elles vendaient maintenant, elles perdraient 400 milliards de dollars. Mais à l'échéance, elles seront quand même remboursées de l'argent qu'elles ont prêté. Entre-temps, elles ont gagné un taux d'intérêt. Donc cette perte, elle est que potentielle. Mais elle est bien là. Après, les effets sur l'économie sont ce qu'ils sont. Ça fragilise les bilans, etc. Mais dans l'immédiat, cette perte rouge montre bien ce que vous risquez de manière transitoire lorsque il y a une augmentation des taux d'intérêt. Attention, mais ça va dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au lieu d'avoir une hausse des taux d'intérêt, il y a à partir de maintenant une baisse des taux d'intérêt, non seulement vous gagnez parce que vous gagnez du 10% tous les ans, dans mon exemple, mais vous gagnez également en capital parce que si, c'est une caricature, les nouvelles obligations Coca-Cola ne vous proposent que du 5%, 2 fois moins, eh bien c'est l'inverse qui va se passer. Tout le monde va vouloir se ruer sur les obligations numéro 1 parce que ça rapporte du 10% et les gens vont le faire jusqu'au moment où le rendement réel n'est plus de 10% mais de 5% comme les nouvelles obligations. Et ça se fait justement lorsque le prix de l'obligation 1 monte tellement que finalement la valeur des taux, des intérêts, du rendement de la première et de la deuxième obligation sont les mêmes. Mais entre-temps, vous voyez bien que ça provoque transitoirement une augmentation de la valeur de vos obligations. Donc ça va dans les deux sens. Bref, je vous montre une dernière chose. Imaginons que vous décidiez d'acheter des obligations. Donc vous pouvez le faire soit en direct, soit avec des ETF, là aussi des ETF obligataires, et vous avez tout un ensemble ici d'ETF,
bon, vous savez lire, hein, Xtrackers, Vanguard, etc. Pour des maturations, maturité plus ou moins longue, etc. Vous avez des choses qui sont américaines, françaises. Donc vous pouvez investir là-dedans avec un risque qui est bien sûr le risque de perte de valeur de l'ETF. Par exemple ici, vous voyez, cette grande baisse à laquelle on a assisté pour cette ETF d'obligations gouvernementales a été de 18% entre 2022 et 2023, à mesure justement que les taux d'intérêt montaient. Et comme les taux d'intérêt montaient, eh bien les obligations nouvelles étaient recherchées, les vieilles obligations qui rapportaient moins étaient moins recherchées. Donc à partir de là, leur valeur descend jusqu'au moment où eh bien, le rapport entre le rendement et le prix seconde main des obligations et celui des nouvelles eh bien, devient équivalent. Et donc à partir de là, je caricature, mais si les taux d'intérêt devaient encore monter, eh bien l'ETF obligataire devrait baisser. Et si par contre les États décident de baisser les taux d'intérêt parce que l'économie va mal, eh bien dans ce cas, toutes ces obligations qui rapportent un intérêt plus élevé que les nouvelles obligations devraient monter. Donc voilà. Et puis bien sûr, vous avez la possibilité d'ailleurs d'acheter des obligations en direct. Alors les obligations en direct, ça ressemble à ça. Vous allez dans l'onglet obligations, ok, et vous allez avoir ici, ben, vous voyez bien, l'échéance, donc à la date à laquelle vous allez, l'argent va revenir, l'argent que vous avez prêté à BMW ou à Deutsche Bank ou à l'Autriche ou à ThyssenKrupp ou à etc. ou à Goldman Sachs. Vous avez la comparaison ici entre le taux d'intérêt. Vous voyez, il y a deux taux d'intérêt différents parce qu'il y a le taux d'intérêt qui a marqué sur l'obligation, c'est-à-dire celui auquel on a dit qu'on allait vous payer parce que vous prêtez de l'argent le jour où ça a été émis. Et à côté, vous avez un autre taux qui montre en fait le taux d'intérêt, le rendement annuel vrai, c'est-à-dire si on tient compte du prix du cours de l'obligation qui va monter ou baisser selon que les nouvelles obligations, elles rapportent plus ou elles rapportent moins. Voilà. J'espère que j'ai éclairé un peu le mécanisme des obligations. Je vous prie de m'excuser si j'ai dit des énormités et surtout si vous les avez décelées, je vous invite à les corriger en dessous en commentaire de la vidéo YouTube. Aussi, tous ceux qui m'écoutent, allez regarder les commentaires YouTube pour voir que justement j'ai l'aval de ceux qui s'y connaissent. C'est pas mon métier, donc j'ai vraiment essayé de faire les choses le plus honnêtement possible avec les limitations que j'ai. Voilà, maintenant on va passer au vif du sujet. Et on va terminer ce format assez long, exceptionnellement avec les ETF satellites. Alors, je ne parle que des ETF qui sont en zone d'accumulation. Ne soyez pas surpris d'avoir certains ETF qui étaient en situation d'accumulation et ne le sont plus parce que, voilà, entre deux zones d'accumulation, ça sert à rien. Il vaut mieux attendre la suivante. Et voilà, le premier, un ETF spécialisé dans les technologies de l'information et de l'Internet en zone d'accumulation à 60-63 €. Un ETF Amundi immobilier européen en zone d'accumulation actuellement à 240 €. Cet ETF Xtracker est intéressant parce que c'est le SP500 mais également représenté, c'est-à-dire pas de discrimination selon l'entreprise. Bon, clairement, ça veut dire que toutes les entreprises ont le même poids. C'est un ETF Xtracker en zone d'accumulation actuellement. J'ai oublié de le mettre là, mais voilà, entre 70 et 67. Un ETF Chine en zone d'accumulation actuellement, zone large. Toute cette zone d'accumulation rationnelle, on peut éventuellement, si on croit à la Chine, investir un peu maintenant et un peu plus tard à 13-10 €. Un ETF métaux précieux physiques en zone d'accumulation actuellement à 113-122 €. L'agriculture à l'honneur avec cet ETF Wisdom Tree en zone d'accumulation rationnelle à 11,6-12,2 €. Je vous rappelle, important de savoir ce qu'il y a en portefeuille, n'hésitez pas à vous y référer. ETF, c'est sur mon site. ETF crypto et blockchain, donc aussi bien les cryptos que les entreprises qui promeuvent la blockchain. Zone d'accumulation rationnelle à 3,4-2,2. ETF obligations d'entreprise, on en parlait indirectement tout à l'heure, en zone d'accumulation 23,5-24. Il y a d'autres zones d'accumulation, on ne les voit pas ici, mais en tout cas on est sur zone d'accumulation pour ces ETF obligations internationales.
Un ETF Lixor spécialisé dans les entreprises à zéro net émission, zone d'accumulation rationnelle 25,3, 24,2. Un ETF Water, donc spécialisé dans les valeurs qui sont dans le secteur de l'eau, zone d'accumulation rationnelle 25, 24,6. Les small caps à l'honneur avec cet ETF Lixor petite capitalisation européenne en zone d'accumulation rationnelle 316, 298 euros. La robotique et l'intelligence artificielle en zone d'accumulation à 29, 28 euros. Les entreprises disruptives en accumulation rationnelle à 10,8, 11,3 euros. L'Europe et Lixor avec les entreprises pareilles, compatibles à Accord Climat de Paris. 26, 25,3 euros. Les obligations, mais d'État cette fois en zone d'accumulation rationnelle pour ces obligations d'État 154, 151,7 euros. L'Indonésie, si vous voulez vous laisser tenter en zone d'accumulation rationnelle à 141, 138 euros. On a également un iShares, zone d'accumulation rationnelle pour le World Small Caps. On y arrive, le iShares Japon en zone d'accumulation rationnelle à 42, 44. Un autre iShare spécialisé dans les grandes et petites capitalisations de la zone euro en zone d'accumulation rationnelle à 140, 147 euros. Un iShare spécialisé dans les automatismes et la robotique, l'automatisation et robotique en zone d'accumulation rationnelle à 10,3, 10. Les semi-conducteurs en zone d'accumulation rationnelle à 4,5, 5 euros. L'Amundi PEA économie émergente en zone d'accumulation large, 20,7, 17,9. De même que l'Amundi PEA économie émergente mais spécialisée sur l'Asie, zone d'accumulation rationnelle 21,19, 18,9. L'Amérique latine en zone d'accumulation rationnelle à 21, 20 euros. Les biens des ménages, ok, donc vous retrouvez des choses aussi variées que L'Oréal, comme Nike, zone d'accumulation rationnelle 132, 123 euros. Un ETF spécialisé dans le vieillissement de la population, zone d'accumulation rationnelle à 6,1, 5,5 euros. Et un ETF gaming et e-sport en zone d'accumulation rationnelle à 30,4, 28,5 euros. Voilà, c'était très très long. J'espère que ça vous a quand même éclairé sur les différentes options, en particulier si vous voulez vous laisser tenter par les perspectives obligataires à moyen terme, une fois que les taux d'intérêt devront redescendre. Je vous rappelle que mon partenaire est Trade Republic. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour voir tous les ETF, toutes les actions, toutes les obligations disponibles avec mon partenaire. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. C'est un partenaire, je l'ai dit. Donc forcément, si vous utilisez mon lien pour aller voir ce qu'il propose, c'est bon pour moi. Excellente journée, à la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à regarder du côté de l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Il y avait des alertes cette semaine. Ça vous permet d'avoir un temps d'avance par rapport à la vidéo du week-end. Je vous montre comment ça se passe. Vous allez tout simplement sur ma chaîne YouTube. Vous allez cliquer sur l'onglet communauté. C'est ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est là. Regardez. Onglet chaîne YouTube, onglet communauté. Et là, vous avez des alertes tout au long de la semaine pour des ETF en zone d'accumulation rationnelle. Ok, le dernier, là c'était des actions. Le dernier en date, c'était justement le Lixor lorsqu'il était en plein dans la zone d'accumulation rationnelle ici pour les obligations gouvernementales. Voilà, excellente journée, à la semaine prochaine pour la mise à jour.